T'es le mec le plus fiable, le plus fidèle, le plus solide que je connaisse. Et je dis pas ça parce que t'es mon fils. Le plus fiable, le plus fidèle, le plus fidèle, le plus fidèle. Pompier. De quoi, pompier? Ben, tu cherches un métier pour aider les gens. C'est ça ta vocation. Pompier. Ouais, j'y ai jamais pensé en vrai. T'as pas peur du feu, t'es rapide, t'es physique. Pompier. T'as pas peur du feu, t'es rapide, t'es physique. Pompier. T'as pas peur du feu, t'es rapide, t'es physique. Mistraliennes, Mistraliens, bonjour, bienvenue sur la chaîne Mistralement Nôtre. Tout est chamboulé ces dernières semaines. Bon, on en a l'habitude, les personnages viennent et s'en vont, mais ces derniers temps, le rythme de balayage est particulièrement intense. C'est carrément une famille qui débarque pour faire oublier les récentes erreurs de casting. Eh bien voyons ça tout de suite. Après l'incendie du Céleste, la question de la succession se pose au Mistral. Barreau et Vitreuil sont sur les rangs et on peut dire que les personnages ne prennent aucun risque à quelques mois des élections. Ils ont tous un petit mot sympathique pour les députés. Alors je n'ai pas tout relevé, mais on a du pourri, de l'escroc, de guignol de la mairie, signé Roland, tout y passe. La vente est alors en bonne voie puisque Anémone et Julien, oui, humanisons-les en les prénommant, font une offre suffisamment gourmande pour faire flancher Luna. Anémone y met même les formes puisqu'elle dissimule son chèque dans une petite enveloppe, déchirée une seconde après par cette même Luna. Mais un rebondissement de taille intervient quand un mystérieux inconnu apparaît dans l'une des chambres calcinées de l'hôtel et avec une petite boîte à musique de circonstance, on comprend que Luna et donc le Bastien, le fameux individu, se connaissent et se reconnaissent. Ils ont été en couple 20 ans plus tôt et après avoir de nouveau succombé l'un et l'autre, on apprend que Bastien n'est pas venu seul, il a une petite famille, une femme et 3 enfants. Une famille mi-Cassagne, mi-Corcelles, les Castel. Dans un premier temps, on fait la connaissance d'Hugo, un jeune homme éveillé, dynamique, qui ne représente pas la moindre menace. En revanche, ses sœurs, on le verra, ce sera une autre histoire. Sauf retournement de situation, les Castel devraient devenir les nouveaux propriétaires de l'hôtel, et il me tarde de découvrir la nouvelle décoration des lieux, à défaut d'avoir celle du Mistral. Rappelez-vous, Kylian devait rénover le bar de son grand-père, on attend toujours. Une petite info bonus, l'acteur qui incarne Bastien s'appelle Nicolas Berger. Berger Vachon pour être précis. N'y voyez pas le signe d'un retour de l'enchanteur. La transition est toute trouvée, évoquons maintenant les Corcelles abandonnés par leur mère Sophie. Et bon, autant vous le dire, je vais l'évoquer un peu plus tard, Sophie. Kylian n'arrête pas de penser à Betty. Il l'a dans la peau, dans la tête, dans ses tripes, dans ses road trips, partout, Betty, qui elle ressent exactement la même chose, mais pour Léa. Et je ne sais pas pour lequel des deux la cause est la plus perdue, mais on peut dire que de leur côté, leur petite entreprise sentimentale est vouée à l'échec. Quoi qu'il en soit, Betty n'est pas la dernière pour visiter Kylian lorsque celui-ci, et uniquement dans ce cas présent, organise une bonne petite fiesta. Bon, c'est en pleine journée, alors que Blanche elle peut débarquer à tout moment, certainement alertée par la musique et par l'absence de son fils. Je croyais d'ailleurs qu'il avait une sanction exemplaire après avoir volé une voiture de police. Bon, visiblement, festoyer chez le voisinage, c'est autorisé. Et quitte à braver une punition, autant le faire à fond pendant que sa petite copine se sacrifie lors d'une partie de pêche dans laquelle elle repart bredouille. Au brocouille. Noé danse collé serré avec Betty et Kylian sent que la moutarde lui monte au nez. Le coup de grâce intervient quand Roland fait irruption au studio. Il met fin aux festivités, il coupe la musique, il met tout le monde dehors et là c'est le drame. Kylian déjà très remonté, le trait de vieux con. Attention Kylian, rappelle-toi, le cœur de ton père, j'allais dire de ton grand-père, de ton père est fragile, ne le tourmente pas davantage, il faut tempérer. Quant à Noé, il n'adresse pas de bonsoir monsieur à son grand-père, mais il quitte les lieux et se rend à quelques mètres d'ici pour rentrer chez lui. Et à l'avenir, c'est François qui va se rappeler au bon souvenir du domicile de son demi-frère, puisqu'il va être chargé de mener la vie dure aux adolescents. Il va resserrer la vis face au vice d'une mère
qui a donc pris la poudre d'escampette. Quelle semaine de rêve pour le lieutenant, le capitaine Bauer. Après une semaine tourmentée avec l'anomalie au cerveau révélée sur la petite Aurore, celle-ci a été sauvée grâce à une opération rondement menée par le docteur Vidal. Les présentations sont faites pour Lucie et puis la fillette, et elle adopte un comportement pour le moins étrange. Dans un premier temps, ça agace Bauer, elle en fait sans doute un peu trop, son père se fâche, et Léa, qui d'abord a une réaction plutôt similaire, eh bien elle se porte volontaire pour lui montrer les bons gestes, et on ne sait toujours pas comment va évoluer la relation entre Lucie et Léa. Chose très curieuse, pendant la cérémonie qui rend hommage à Bauer, celui-ci tient un discours dans lequel il rend un bel hommage à Lucie et Léa, justement, et il en oublie Samia. C'est étonnant puisque ce discours mêle parcours privé et parcours professionnel. Or Samia, elle coche les deux cases puisque les ex-époux Bauer se sont rencontrés et côtoyés au sein de la police. Le plus étrange est que cet oubli scénaristique n'est pas du tout lié à un angle, puisqu'on voit Lucie et Léa main dans la main à la fin du discours. Or on sait que Lucie a du mal à accepter Léa puisqu'elle a considéré qu'elle prenait la place de sa mère juste après sa mort. Donc j'ai trouvé cet enchaînement assez lunaire. À moins qu'on fasse jouer un double jeu à la petite Lucie, et là, ça serait déjà plus logique, mais pour l'instant on n'a pas de signe annonciateur de ce côté-là. Chez les Neubou, on cultive le wokisme. Valentin a été effacé des tablettes avec l'arrivée du milliardaire, car oui, dans Plus belle la vie, quand un prénom en chasse un autre, on peut considérer que le plus ancien des deux n'a jamais existé. Et à présent, c'est Raphaël Neubou qui enterre donc Raphaël Cassagne. Et pour le Raphaël 2.0, c'est un début d'existence déjà bien tourmenté. Alors, le bébé se porte bien, il n'a aucune malformation au cerveau, ni rien de ce côté-là, mais une mère décide dans une nurserie de tout chambouler puisqu'elle échange les bracelets de deux nourrissons, dont celui de Raphaël. On peut donc saluer la performance du petit Raphaël qui n'est pas endommagé, qui se porte bien malgré les grosses crises de nerfs de sa mère durant toute la grossesse. Pour ça, bravo. Alors, quel va être le quotidien des Neubou, puisqu'on voit bien que le bébé a sans doute des anomalies, il crie beaucoup, je parle du bébé échangé bien évidemment, et les Neubou ne savent pas encore qu'ils n'ont pas récupéré leur véritable enfant. C'est un début d'intrigue prometteur, un sujet pas abordé, même s'il y a eu quelques grosses ficelles scénaristiques, je ne reviendrai pas, et je serai indulgent avec la manière dont la mystérieuse femme est parvenue à entrer dans la nurserie et inverser les bracelets. On a donc tous les ingrédients d'une tragédie grecque qui s'amorce, et on est peut-être parti pour un long moment avec cet arc. On dit ça, mais quand des premiers cheveux blonds vont apparaître sur le crâne de Raphaël, peut-être que les Neubou auront des premières suspicions, ou alors ils vont accuser Kylian d'avoir appliqué sa propre coloration à leur enfant. Allez savoir à quel moment les Neubou vont donc acquérir la certitude qu'ils ont quitté la maternité avec un enfant qui n'est pas le leur. On a potentiellement une des meilleures intrigues qui peut être proposée aux Neubou, pourquoi pas. Tout dépend de la tournure que va prendre cet angle, et j'aimerais que ça dure un peu dans le temps pour qu'on s'accroche à ce quiproquo le plus longtemps possible. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me fais l'avocat du diable, mais j'entends quand même m'apitoyer sur le sort qui a été réservé au personnage de Sophie Corcel et surtout à son interprète Marine Dano. Auquel personnage n'a pas convaincu le public, la détestation s'est avérée profonde et incurable. Voilà, on a souvent la fameuse rengaine, c'est un personnage que l'on adore détester, mais dans le cas de Sophie, le mal était trop profond, et même les violences conjugales dont elle a été victime n'ont pas constitué de circonstances atteignantes par rapport aux saloperies dont elle s'est rendue coupable. Les auteurs eux-mêmes ne pensaient pas que la scission serait aussi importante entre Sophie et le public. Ok, il n'y a pas de débat là-dessus, l'écriture a été ratée, et peut-être même que la comédienne a sa part de responsabilité dans cet échec. De manière plus générale, les Corcel devaient s'imposer comme la nouvelle famille du Mistral, et ce n'est pas non plus la joie avec Kylian et Lola, ils ne sont pas très appréciés, mais au moins la production leur laisse le bénéfice du doute, même si l'arrivée des Castel incarne quelque part l'échec des Corcel. Malheureusement que Sophie a été condamnée dès lors qu'elle s'est installée dans l'appartement de Thomas et Gabriel. Toutes les scènes ensuite dans cet intérieur où on nous vendait une famille du bonheur avec un changement de décoration, voilà, renvoient à cette injustice. Il était quasiment impossible pour le public de s'attacher à l'histoire de Sophie et de ses enfants, puisque le cadre de vie incarnait un pur vol de domicile. C'est un gâchis incroyable d'avoir inventé à Roland un personnage aussi emblématique de ce feuilleton, une histoire de coucherie avec une femme 30 ans de plus jeune que lui et deux enfants qui ont plutôt l'âge d'être ses petits-enfants. Et tout ça pour finalement faire disparaître le personnage qui n'a pas pu faire ses adieux au Mistral. Et pour Marine Dano qui s'est pris un sac de boue pendant un an, c'est vraiment très cruel et injuste. Aux yeux de la comédienne, et c'est un point de vue qui se défend tout à fait, elle a toujours agi pour le bien de ses enfants. Alors l'imaginer fuir à Toulon, et puis en fait non, c'est à Paris, les abandonner pour une histoire d'amour, c'est un manque de respect pour le travail de Marine Dano. Elle aurait mérité une scène
une scène d'au revoir, une scène d'adieu. C'était un personnage déjà globalement détestable, il n'était pas forcément nécessaire de l'enfoncer davantage. J'en ai parlé à demi-mot quelques minutes plus tôt, mais je tiens à saluer l'effort qui a été fourni pour la cérémonie de Jean-Paul Bauer, promu capitaine de police. Déjà, ce genre de cérémonie est rare dans l'histoire de Plus belle la vie, je ne dirais pas que c'est un cas unique, mais probablement ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, on a là une excellente initiative pour un personnage qui franchement mérite les honneurs. S'il y en a un qui mérite tout ça, c'est bien Bauer. Et entre nous, si l'acteur quittait le feuilleton, je crois qu'il ne s'en relèverait pas. Donc, il faut saluer la scène globalement réussie techniquement. Il faut certes ne pas avoir le sens du détail, notamment sur les costumes, au niveau du faux raccord également, puisque Babette part à l'hôpital puisqu'elle perd les os et on la retrouve sur un plan suivant. Et puis enfin l'oubli de Samia, voilà, ça c'est regrettable, mais je tiens à saluer avant tout l'initiative. Tout n'est pas parfait, mais on prend le temps d'installer les choses, on a des mots très sympathiques de Nobu qui reconnaît officiellement l'homme, le père de famille, mais aussi le gendre. Il aurait pu ne jamais accepter la relation entre Bauer et sa belle-fille, et là on a pour le coup deux hommes qui peuvent développer un lien très très fort à l'avenir. On a eu également, et j'ai beaucoup aimé, de nombreux figurants, et surtout toutes les figures du Mistral, c'est un super point. Ariane, Cissé, Eric, un très beau moment également quand Cissé se trouve avec la petite Aurore dans les bras. J'ai fait un mix d'horreur et d'erreur par rapport au bébé des Nobu, et donc il récupère la petite sous le regard amusé d'Ariane, et c'est peut-être un petit clin d'œil en sachant qu'Ariane veut un enfant et qu'on a eu un sérieux rapprochement entre Ariane et Cissé il y a quelques semaines. Moi je vous dis, pour l'année 2022, Ariane et Cissé, je les sens vraiment bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose de fait. Il fallait depuis tout ce temps un successeur au Capitaine Castelli, et bien Bauer en est digne. Toutes mes félicitations. Avant que vous ne décarpissiez, petit volatile internaute que vous êtes, je tiens à vous rappeler que mardi sort mon flop 10 des plus mauvaises intrigues de 2021. Et si vous trouvez que je suis toujours trop critique, eh bien ne vous inquiétez pas, l'équilibre est rétabli le mardi suivant, puisque ce sera cette fois-ci les 10 meilleures intrigues, mon top 10 de ce que j'ai préféré dans le feuilleton cette même année. Et puisque certains l'ont réclamé, je m'engage à vous en dire plus très prochainement au début de l'année sur ma mystérieuse mais non moins ferrailleuse Pénélope qui m'accompagne depuis le début de cette très belle aventure. Mais autant vous prévenir, elle est très pudique, donc je ne lèverai pas tous les voiles tout de suite. Sur ce, un bon week-end, bonne semaine à tous, et puis n'oubliez pas donc la première partie du bilan de Plus belle la vie, mardi 21 décembre 2021. Et c'est uniquement sur ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.